Même dans la rue jusqu'à présent, tu peux voir des gens, ou bien des filles, ou bien des femmes. Dans une bus, ils sont faits comme ça. On a fait ça dans un café. Vous pensez qu'il y a du racisme ici ou pas, monsieur? Il n'y a pas de racisme. S'il y a le racisme, aucun Africain qui existe ici. Salut Cédric, comment ça va? Ça va, Julien. J'espère que c'est juste là, c'est de l'autre côté de la mer là. Oui, c'est juste là à côté, presque 14 à 15 km d'ici. Et du coup, il y a des milliers de migrants qui sont là, qui attendent de traverser pour arriver de l'autre côté. Ils vivent dans des différents endroits, dans des forêts, d'autres dorment dans la rue et d'autres vivent dans des appartements. Et il y a toujours des tensions entre Marocains et migrants. Ça tourne violent des fois. Ça touche violent. Cédric veut d'abord nous montrer la frontière toute proche avec l'Europe. Car Tanger est à quelques kilomètres de Ceuta, petite ville espagnole enclavée sur la côte marocaine. Ici, vous pouvez voir l'Espagne, vous pouvez voir Ceuta, l'Espagne, et vous pouvez voir les grillages, les deux barrières de 7 mètres dehors en grillage là. C'est la barrière que les migrants essayent de passer, c'est ça? Oui. C'est eux, tu me disais, qui vivent en forêt? Comme vous voyez là, dès qu'un véhicule passe, il lance la main. Cédric va présenter notre équipe auprès des migrants. Beaucoup ont peur d'être repérés par la police, mais certains acceptent de nous parler, insistant même pour témoigner à visage découvert. Là, ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait au moins 6 heures de temps. Non, 6 heures que vous êtes là? 6 heures. Vous avez récolté quoi pour l'instant? Juste le déjeuner du matin et puis voilà. Ce jeune Guinéen, Mamadou, propose de nous accompagner à son campement. Mamadou? C'est par où Le ghetto. le ghetto? Alors on va partir à la cuisine d'abord. Après, parce que les ghettos sont orientés. On ne peut pas les placer ensemble. Parce que si toutefois la police vient, ils vont saccager tout. Est-ce que vous voyez? Donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs petits ghettos, Oui, plusieurs il y a petits endroits. Plusieurs. Depuis qu'ils aient commencé le campement. Au campement, nous découvrons que beaucoup de migrants sont blessés. Quand tu as une blessure? Oui, c'est lui qui est blessé très mal. Ah, ok. Oui, c'est arrivé comment? Je montais à la balère. Je montais à la balère. J'ai rentré, j'ai la balère qui est en haut là, c'est ça qui m'a blessé. D'accord, c'est-à-dire que tu avais réussi à passer la première barrière. Oui. La Guardia Civile t'a ramené côté marocain et les Marocains t'ont frappé. Donc j'ai placé avec les blessures encore. La dernière tentative, c'était dimanche, c'est ça? Non, le dernier tentative, c'était le mercredi. Hier. Hier, il y a même des amis qui sont partis hier, refoulement, et ils ne sont pas revenus encore. Donc tous les jours, il y en a? Oui, il y en a, et ça ne finit pas. Mamadou nous emmène voir sa tente à quelques mètres de là. 7 personnes s'y entassent chaque soir, dans le froid et l'humidité. Venez, je vous invite, venez. Est-ce que la police est déjà venue ici? La police est venue ici avant, même avant-hier, elle était là. Ils ont fait quoi? Ils ont brûlé? Ils ont d'abord détruit, démoli, et puis brûlé. Ils ne veulent pas nous voir ici. Et nous aussi, nous décidons de vivre ici. Parce que l'objectif, c'est l'Europe. D'essayer de passer environ 14 fois. À chaque fois, ça... 9 fois sur la barrière, au grillage. Et 5 fois sur le mer. Dans la mer. Mais ça n'a pas passé. Vous êtes prêt à prendre tous les risques pour passer de l'autre côté, mais qu'est-ce que vous pensez que vous allez trouver de l'autre côté en Europe? Quand même, en Europe, je pense être traité comme un homme. Mais ici, non. Nous partons pour Bourhalef, en périphérie de Tanger. Ce quartier a été investi par des centaines de migrants. Ici, la cohabitation avec les Marocains est tendue. Nous sommes persécutés par les Marocains, on ne sait pas où vivre. Il fait froid, on nous met dehors, on n'a pas de logement, rien. On veut même payer les maisons pour les contrats, on refuse. Vous voulez quoi? On veut la vérité, il faut dire la vérité. C'est ce que moi, c'est ça ma vérité. Même dans la rue jusqu'à présent, tu peux voir des gens, ou bien des filles, ou bien des femmes. Dans une bus, ils sont faits comme ça. On a fait ça dans un café. Mon gars, avec une réseau, il y a des filles là-bas avec son papa. Bus, on parfume le bus. Mais ils sont faits comme ça. On dirait que nous, on ne se lave pas. Nous, on est propre. Dans la rue, on vous appelle Ebola, Ebola?
Dans la rue, on vous appelle comme ça, Ebola? Oui, dans la rue, partout, même en ville, partout, ils disent Ebola et tout. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a un problème de racisme au Maroc ou pas du tout? Il n'y a pas du tout de racisme au Maroc? Bien sûr que non. Parce que s'il y a un racisme, il y a des causes après ce racisme. Et c'est quoi les causes du racisme alors? Les causes, par exemple, ils dérangent les gens ici. Ils sont là, ils habitent 9, 10. Et sinon, ils entrent dans n'importe quel immeuble. Quel appartement La plupart des migrants squattent des appartements laissés vides et finissent par se faire expulser, manu militari. Il y a d'autres Marocains qui vivent en Europe. Ils ont ici 6 appartements, 7 appartements. On demande à eux-mêmes, parfois aux particuliers, aux propriétaires des appartements. Ils refusent. Ils préfèrent que l'appartement reste comme ça. Mais là où nous on habitait là, l'appartement est propre. Ménage, tout est suivi. Le jour où le propriétaire il est arrivé, on lui a dit bon voilà, on a cassé la maison, on vous attendait un jour. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu de faire? Est-ce qu'on peut payer le loyer? Il dit non, lui il veut sa maison. Et lui nous a mis. Je vais vous montrer comment ça se passe. Depuis combien de temps vous dormez sur ce toit? 4 mois. Et c'est parce que vous avez été expulsé de l'appartement en bas? Le propriétaire du 4e nous a même donné cet appartement. Mais après, les clochards sont venus nous mettre dehors. Les clochards? Oui. Quand ils viennent avec des couteaux, des longs couteaux. Ici, on ne peut rien contre eux. Et ici aussi, on court de très grands risques. Parce que quand il y a un problème émeute, ils montent sur toutes les dalles. On te trouve sur une dalle au 4e comme ça, voilà là où tu descends. On va te pousser. C'est arrivé d'ailleurs, il y a un jeune qui s'est fait jeter. Oui. Maintenant qu'il y a des problèmes, on se dépêche vite d'aller au rez-de-chaussée. Parce qu'au moins au rez-de-chaussée, tu peux courir. Mais ici, tu vas fuir jusqu'au bout. Fin août, un jeune Sénégalais a perdu la vie dans des affrontements avec des Marocains. Un témoin nous emmène sur les lieux. Il a lui-même été blessé grièvement. Vous êtes arrivé de la mosquée et là, il y avait la police qui séparait Marocains. Oui, il y avait la police qui était entre les Marocains et les subsahariens, entre les Marocains et les Africains noirs. Il y avait la police entre eux. Donc, quand la police est partie, les Marocains maintenant ils ont commencé à venir. De plus en plus, ils étaient plus nombreux que nous. Moi, j'étais toujours arrêté là. Parce que la police à un moment a décidé de partir, alors que la police a décidé de partir. Alors que les Marocains, ils venaient, ils avaient le long couteau, la machette. C'est en bas de cet étage que j'ai eu mon accident. Les carreaux étant dans un sac de 50 kilos, il y a quelqu'un, un Marocain, étant au 4e étage, qui a laissé tomber sur ma tête. Ils ont lancé le carreau qui a laissé tomber sur ma tête. J'ai suivi une opération. Je suis resté là pendant 1h30, 1h45, mon sang versait. Mais j'ai fait 3 jours au coma. Alors que nous marchons dans le quartier, un homme nous aborde. Il veut nous conduire à son appartement qui est squatté par des migrants et où il ne parvient plus à entrer. C'est là mon appartement. Voilà. Il y a quelqu'un dedans qui ne veut pas sortir. Ça, c'est votre appartement? C'est mon appartement. Il y a quelqu'un dedans. Vous avez les clés de votre appartement? Ils ont changé. Ils ont changé. Ils les ont changés 3 fois. Voilà, une minute. Pourquoi on va afficher le code d'appel? Depuis quand il est occupé comme ça? Depuis 2 mois. Ah voilà, non, il est là, il est là. On n'a pas besoin de voir. On n'a pas besoin de voir. C'est votre appartement? Non, c'est pas mon appartement. C'est le mien. Oui, je connais l'autre jour. Bonjour, je suis venu, je vous ai donné pour partir. Et vous n'êtes pas parti. Ouvre qu'on regarde l'état de moi dans mon appartement. Écoutez, l'expulsion, elle est régie par les autorités. Et la récompense, c'est quoi? Sois un homme et dis-moi, écoute mec, entre mecs, je m'en vais demain, je te donne ton appartement. Donnez-moi 2 semaines, je vais chercher un appartement. Déjà, je vous ai donné 2 semaines. Pourquoi vous avez choisi d'être dans cet appartement? Pourquoi vous êtes venu ici? Moi, je dormais sous les dalles. C'est à cause de la pluie l'hiver là qui a fait que je suis venu demander à un ami une audience pour que je dors ici. Ton appartement, elle est vide, on va rentrer. Écoutez, si quelqu'un il a 2 voitures, tiens, moi je vous prends. Moi je vais parler assis. Le jeune homme affirmera qu'il est prêt à partir. Dans 3 jours, il sera dehors. Avec une grande politesse. Pourquoi les autorités marocaines ne parviennent-elles pas à réguler la violence dans ce quartier? Et le jour où le jeune Sénégalais est mort, comment se fait-il que la police ait quitté les lieux alors que l'affrontement semblait inévitable? Nous posons ces questions à un activiste qui défend de longue date
les droits des migrants. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'organiser ces mouvements de foule là, qui ont coûté la vie à des migrants sans que les autorités le sachent? C'est pas possible. Alors, par un groupe comme ça qui vient tuer une personne dans plein journée, moi, je pense que la police est au courant. Alors pourquoi ils les laissent faire la loi en ce moment? Pour qu'elle ne fasse pas, le sale travail, c'est tout. Donc le gouvernement marocain se décharge un peu de son sale boulot sur certaines parties de la population, mais on a aussi l'impression que l'Union européenne se décharge de son sale boulot sur le Maroc. Je pense là, le Maroc aussi, il est victime de la politique Union européenne, mais il est responsable des crimes. 3 jours plus tard, nous retournons à Bouchalef. Nous voulons savoir si le propriétaire marocain a récupéré son appartement. On en est où? Maintenant, premièrement, c'était l'argent. Il fallait monnayer. Maintenant, ils sont 5. Et il n'a jamais dit qu'il vivait tout seul. Maintenant, ils sont 5. Et maintenant, c'est la violence. Ils cherchent la violence. Et ils vous demandent de l'argent pour partir, c'est ça? Ouais. Ils monnaient ma maison pour qu'ils sortent. Ils monnaient. Je dois payer pour être chez moi. Nous allons partir. C'est pas une discussion. On a droit à un appartement. On est des êtres humains. On est des êtres humains comme vous. C'est vous qui devrez nous prendre en charge. Nous sommes de passage. Le premier responsable, c'est la police. La police n'applique pas. La police n'applique pas la loi ici. Du coup, ce qui va se passer au final, c'est que les Marocains vont venir pour les déloger de force. Ah, qui est le responsable? C'est la police. Mais c'est comme ça que ça va finir. Voilà. Par la force. Par la force. Le bâton qui est là. Des habitants excédés qui se barricadent chez eux, des migrants désespérés. Le quartier de Bouchalef est une poudrière. Pourtant, les autorités marocaines semblent étrangement absentes. Et elles n'accepteront d'ailleurs pas de nous rencontrer. Notre observateur, lui, va continuer à se battre, à aider ces jeunes qui se voient comme des aventuriers en route vers l'Europe, mais dont le voyage s'arrêtera pour beaucoup, ici, dans l'impasse de Tanger.